Donc, ça me fait plaisir d'accueillir Madame Teresa Choisy aujourd'hui avec nous, qui est conseillère en recherche clinique au pôle de recherche appliquée en para-hospitalier et donc à la Direction générale d'urgence santé. Madame Choisy va aborder un sujet qui est très important également parmi les thématiques de recherche au pôle santé, qui est la santé mentale des travailleurs, dans ce cas-ci des travailleurs de première ligne. Et Madame Choisy travaille au développement d'une approche proactive pour prévenir l'épuisement professionnel et renforcer la résilience des équipes d'urgence. Donc aujourd'hui, Madame Choisy vient nous présenter les résultats préliminaires de l'étude Preburn, et donc une étude qui développe des outils prédictifs, pardon, qui permettent d'identifier les risques de compromission du bien-être mental chez les paramédics et chez les répartiteurs médicaux d'urgence. Elle va parler aussi de pistes d'action reliées à tout ça. Donc, on va prendre un 40-45 minutes de présentation, puis on se garde une période de questions à la fin. On va vous inviter à noter vos questions en cours de présentation, et quand on ouvrira la période de questions, vous pourrez vous permettre soit d'écrire la question dans le clavardage qu'on pourra lire et adresser à Madame Choisy, ou y aller avec la main levée virtuelle, là, puis prendre la parole au moment venu, caméra et micro ouvert. Naturellement, dans la mesure du possible. Donc, je vous remercie. Je vous passe la parole, Madame Choisy. Allez-y. Alors, bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir donné l'opportunité de partager les résultats d'un projet auquel je tiens et qui touche à la santé mentale, comme ça a été mentionné, un de mes champs d'intérêt. Ensemble, nous allons explorer une approche innovante et proactive pour prévenir l'épuisement professionnel dans le milieu préhospitalier et potentiellement dans des milieux connexes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter brièvement. Comme Mme Fortin l'a mentionné, je suis conseillère en recherche clinique chez Urgence Santé où je co-coordonne le pôle de recherche appliqué en hospitalier tout en collaborant ou en menant des projets de recherche. J'ai plus de 13 ans d'expérience dans les services préhospitaliers d'urgence. J'ai été répartitrice médicale d'urgence, chef d'équipe, réviseur, formatrice et analyste au niveau des plaintes. Je dirige plusieurs projets, incluant l'étude Preber dont je vais vous parler aujourd'hui. Mon expertise se concentre sur les arrêts Il semble y avoir un souci d'Internet. On va attendre quelques instants. Espérer récupérer notre conférencière. cardio-respiratoires, les AVC, mon parcours et mon rôle. Voici un aperçu du séminaire d'aujourd'hui. Après avoir défini le contexte et la problématique que le projet souhaite adresser, je vais vous présenter l'étude Preburn avant de vous proposer une application pratique et d'identifier les impacts potentiels et les perspectives de cette recherche. Finalement, je vais conclure ma présentation avec les 4 notions que je vous propose de retenir. Avant d'aborder les particularités du milieu préhospitalier, j'aimerais faire un rappel sur ce qu'est la santé mentale et pourquoi elle constitue un enjeu d'importance pour tous. La santé mentale, comme le définit l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être qui nous permet de gérer les sources de stress, de bien apprendre, de bien réaliser notre potentiel, de bien travailler et de contribuer à la communauté. Mais dans le cadre du préhospitalier, cet équilibre est souvent mis à rude épreuve. La chaîne d'intervention préhospitalière souligne les rôles critiques que jouent à la fois les répartiteurs médicaux d'urgence qui travaillent dans les centres de communication santé et les paramédics lors d'interventions d'urgence. Les paramédics et les RMU, ce sont des piliers de la chaîne d'intervention préhospitalière. S'ils ne sont pas en bonne santé mentale, cela affecte non seulement leur bien-être, mais cela peut aussi affecter la qualité des soins qu'ils fournissent. Prendre soin de leur santé mentale, c'est vraiment investir dans un système d'urgence qui est plus robuste et plus résilient. Chaque maillon dans la chaîne d'intervention préhospitalière est essentiel à son fonctionnement. Cependant, les RMU et les paramédics sont des maillons qui sont névralgiques entre les besoins du patient et l'accès aux soins. Ces travailleurs de première ligne font face à des défis spécifiques qui méritent qu'on s'y attarde. Les RMU et les paramédics ont des responsabilités clés qui s'accompagnent de poids psychologiques au quotidien. Les RMU sont les premiers points de contact de la prise en charge préhospitalière, bien qu'ils soient à distance. Leur rôle inclut le triage téléphonique des patients en évaluant leurs conditions, la transmission de directives avant l'arrivée des intervenants terrain, la répartition des ressources, la coordination puis la communication avec les équipes sur le terrain. Ce sont eux qui prennent les décisions initiales qui influencent tout le processus d'intervention.
De leur côté, les paramédics interviennent directement sur le terrain. Leur mission commence par une réponse rapide aux appels, suivie de l'évaluation de la condition du patient. Ils administrent aussi des soins d'urgence. Ils stabilisent le patient lorsque c'est possible et lorsque c'est nécessaire aussi, ils transportent le patient vers des établissements receveurs. Ces tâches demandent un haut niveau de concentration, de compétences techniques, de résilience émotionnelle, ce qui peut engendrer des pressions importantes au quotidien. Donc, comprendre ses responsabilités aide à mieux saisir les sources de stress spécifiques auxquelles ces professionnels sont confrontés. Les deux groupes de professionnels font face à de nombreux défis. La charge de travail, les exigences de formation, le respect de protocoles, la gestion de situations hautement stressantes ou de patients difficiles. La pression combinée de ces facteurs peut vraiment mettre à rude épreuve leur santé mentale. Lorsqu'on considère la charge de travail, c'est un facteur qui est central, bien évidemment. On parle des heures de travail, la nécessité de répondre rapidement, l'efficacité, dans de nombreuses situations. Il y a une imprévisibilité aussi des appels. On ne sait pas ce que va être le prochain appel. Donc, si on regarde tous les facteurs combinés qui peuvent affecter la santé mentale, la capacité des professionnels à performer peut, être, mis à rude épreuve à ce niveau-là, dans un environnement qui est déjà très exigeant. Donc, on doit se poser la question qui est: comment on peut mieux soutenir ces individus face à leurs nombreux défis? Et parce que leur réalité est pas suffisante, on est dans un contexte actuellement où, que ce soit au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, ailleurs au Canada, il existe une pénurie de main-d'œuvre qui a des conséquences sur le fonctionnement du système d'urgence. Ça peut entraîner des retards dans les interventions, on peut avoir une augmentation des heures supplémentaires nécessaires pour répondre à la demande. Il peut avoir des importants impacts sur la santé mentale des employés qui sont encore là et qui sont sous pression. Comme l'indiquent les exemples que je vous montre sur la diapositive, des ambulances qui manquent à l'appel, des centres de communication de santé qui sont sous-dotés. Ce sont des professionnels qui vont aussi dénoncer leurs conditions de travail. Ce n'est pas un environnement qui est favorable à un bien-être mental. Face à une demande croissance des services et un bassin limité de main-d'œuvre, il y a un déséquilibre, entre ce dont ils doivent faire face et leurs conditions. On s'inscrit alors un peu dans un cercle vicieux où les départs ou l'absentéisme peut aggraver encore plus la situation. Donc, on en revient encore à se dire quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour s'assurer de recruter bien sûr le personnel, mais aussi de les retenir et de s'assurer que leurs conditions de travail sous le plan de la santé mentale est optimale. Ça m'emmène à vous parler un peu plus de l'épuisement professionnel ou le burn-out, qui est une conséquence directe du stress chronique au travail qui n'a pas été géré efficacement si on se fie à la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Je tiens à préciser que l'épuisement professionnel n'est pas un diagnostic. Je vais en reparler plus tard, mais c'est vraiment, il faut le garder en tête. Il s'agit d'un syndrome qui est caractérisé par trois éléments principaux. Premièrement, un sentiment de perte d'énergie ou d'épuisement qui est souvent ressenti par ceux qui ne parviennent plus en fait à récupérer mentalement ou physiquement entre les périodes de travail. C'est un phénomène qui est particulièrement fréquent dans les professions où la charge de travail est lourde et continue, comme chez les paramédics et les répartiteurs médicaux d'urgence et RMU. Deuxièmement, il y a l'aspect du cynisme ou un détachement accru par rapport au travail. Ça peut se traduire par une perte d'engagement ou une attitude négative envers les collègues, vers des tâches ou même vers les patients. Le cynisme est souvent associé c'est souvent une réaction en fait de protection face à un environnement qui est perçu comme accablant. Il y a aussi une réduction de l'efficacité professionnelle qui peut être observée, où la personne se sent moins compétente, moins productive et incapable de répondre en fait aux attentes, ce qui renforce un peu le cercle vicieux de l'épuisement. Donc, il est vraiment pertinent à ce moment-là d'être capable de reconnaître les signes avant-coureurs pour agir rapidement et offrir des ressources adaptées pour prévenir cet état. Et ça m'amène à parler maintenant un peu plus des outils qu'il y a de disponibles. Pour évaluer l'épuisement professionnel, il existe des outils qui sont reconnus, dont le plus utilisé est le Managed Burnout Inventory, le MBI, ou des variantes de cet outil. C'est un autotest qui permet d'identifier et de quantifier l'épuisement professionnel à travers trois dimensions principales. L'épuisement émotionnel, qui reflète le sentiment de surcharge et d'épuisement des ressources émotionnelles. La dépersonnalisation, qui correspond à une attitude de détachement ou de cynisme envers les bénéficiaires des services. Le sentiment d'accomplissement personnel ou son absence, qui mesure à quel point la personne se sent compétente et efficace dans son travail.
Le MBA est basé sur un questionnaire de type Likert. Il comporte 22 questions. Il peut être adapté à différents contextes professionnels. Il peut être pour les ressources humaines, l'enseignement ou encore les professionnels de la santé. C'est un outil qui est particulièrement utile parce qu'il permet non seulement d'identifier les niveaux, d'épuisement, mais ça permet aussi de comprendre quelle dimension, ou la dimension où ils sont les plus touchés sur un individu ou un groupe, ce qui est important quand même pour développer des interventions qui sont ciblées et efficaces. En utilisant des outils comme le MBI, on pourrait mieux comprendre l'ampleur de l'épuisement professionnel et mettre en place des stratégies de prévention et de soutien adaptées. C'est vraiment, selon moi, une avenue qui est intéressant. Hem, j'ai oublié de vous mentionner que le fait de s'intéresser, heu, le fait de s'intéresser à l'épuisement professionnel nous oblige aussi à s'intéresser à la phase qui précède l'installation, en fait, de l'épuisement professionnel. Et le bien-être mental compromis correspond à cette phase intermédiaire entre le bien-être et l'épuisement professionnel. Si on intervient durant cette phase, on devrait être capable d'augmenter sensiblement les probabilités d'amoindrir la survenue d'un épuisement professionnel en théorie. Des données présentes au niveau de la littérature scientifique nous encouragent vraiment à passer à l'action à ce niveau-là. Si on se fie au niveau de la revue de littérature qui a été réalisée par Johnson et collègues en 2018, donc on parle avant la pandémie, elle portait sur plus de 65 000 professionnels de la santé répartis dans 12 pays et les chiffres qui ont été révélés étaient vraiment inquiétants. Par exemple, on avait 54 des professionnels interrogés aux États-Unis qui rapportaient des symptômes d'épuisement professionnel, un chiffre qui monte à 69 au Royaume-Uni et atteint un pic littéralement à 78 en Grèce. Ces données-là mettent en lumière à quel point les taux d'épuisement sont élevés, même dans des systèmes de santé qui sont variés. Avec cette diapositive-là, je veux vraiment approfondir le concept de bien-être mental compromis en le reliant aux résultats de plusieurs études récentes qui portent spécifiquement sur les répartiteurs médicaux d'urgence et les techniciens ambulanciers. L'étude de Zanussi et collègues a été menée auprès de 553 répartiteurs, dont 14, on dit Public Safety Answering Points. Ça correspond en fait à des centres de communication santé. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que 34 d'entre eux présentaient un risque d'épuisement professionnel, que 32 faisaient état d'une inefficacité professionnelle et 32 ressentaient un sentiment de déception. Ce qui montre que ce groupe-là, même s'il n'est pas directement en contact avec un patient, il reste vulnérable face au stress professionnel auquel ils sont confrontés. Si on passe maintenant aux techniciens ambulanciers, aux paramédics, l'étude Amro et collègues, publiée en 2022, a été menée auprès de 280 paramédics. Et ce que ça révélait, c'est que 35 d'entre eux présentaient des symptômes d'épuisement professionnel, tandis que 37 se situaient à un niveau modéré d'épuisement. Ça indique une situation préoccupante pour la majorité de ces travailleurs-là. Et si on regarde une revue de littérature qui impliquait plusieurs études internationales publiées par Reardon et collègues en 2020, heu, on voit que le sujet de t on voit que le taux d'épuisement professionnel parmi les paramédics variait entre 16 jusqu'à atteindre 56 selon les contextes et les outils de mesure qui étaient utilisés. Ça L'ensemble de ces données-là montrent que non seulement qu'il y a une problématique, mais que les conditions locales et organisationnelles peuvent influencer aussi, la résultante. Donc, pour moi, ces données-là confirment que les RMU et les paramédics sont particulièrement à risque de bien-être mental compromis et ça met aussi en évidence l'importance d'avoir des solutions qui sont adaptées pour réduire, ces taux élevés d'épuisement. Si on regarde l'approche actuelle, elle consiste souvent à fournir plus de support aux employés après qu'ils aient développé un trouble de santé mentale et à accompagner leur retour au travail. C'est une approche qui a ses mérites, mais elle reste assez réactive et n'aborde pas forcément les causes sous-jacentes du stress et de l'épuisement. Si on considère une approche un peu plus innovatrice, on adopte une posture plus proactive et préventive et on vise à agir en amont pour prévenir l'apparition des troubles de santé mentale en offrant des outils, des orientations, mais surtout un soutien professionnel avant que les problèmes ne deviennent plus étendus. L'objectif, c'est vraiment de prévenir ou de réduire les blessures psychologiques en misant sur la sensibilisation, la formation et des interventions précoces adaptées. Cette transition vers une approche
pourrait transformer la manière dont nous soutenons en fait la santé mentale des travailleurs de première ligne, tout en améliorant leur bien-être et leur capacité à servir efficacement les patients. Certains organismes s'orientent déjà vers cette approche. Alors vous me direz pourquoi je parle d'innovation dans le domaine aujourd'hui? J'y arrive. Pour améliorer la santé des professionnels de première ligne, il est important de réfléchir aux outils et aux approches les plus efficaces. D'un côté, on a le MBI, qui est un outil qui est bien connu pour mesurer l'épuisement professionnel. Rien n'est parfait, mais c'est l'un des outils qui est le plus utilisé. Ça reste une approche assez standard, mais il présente quand même certaines limites. Il peut entraîner un faible taux de réponse, puisque c'est un questionnaire, donc ça voudrait dire que les employés doivent le compléter régulièrement pour pouvoir avoir un suivi de leurs conditions. Ça rajoute donc à leur charge de travail, on parle d'employés qui sont déjà souvent surmenés. Et ça nécessite en plus la mise en place d'une gestion supplémentaire, ce qui augmente les responsabilités des équipes administratives. D'un autre côté, ce qu'on pourrait utiliser, ce sont les modèles prédictifs. C'est vraiment une alternative qui est plus moderne et plus proactive. Et les modèles sont souvent basés sur l'analyse de données, donc des informations qui sont normalement déjà disponibles au sein des organisations. Les modèles prédictifs permettent de repérer des signes précurseurs de bien-être compromis, s'ils fonctionnent bien, avant que la situation devienne grave normalement. Puis ils offrent des avantages significatifs puisqu'il y a une réduction du temps investi comparé au MBI. Ça existe une exigence qui est moindre en termes d'efforts pour les employés, ils n'ont pas à compléter un questionnaire en tant que tel. Et au niveau des coûts, les coûts sont réduits parce qu'on n'a pas besoin de, on va dire, de la même organisation au niveau terrain pour prendre charge des données. Donc, si on combine des modèles prédictifs avec des stratégies adaptées, on pourrait s'orienter vers une approche qui constitue un tournant que je considère comme décisif dans la gestion de la santé mentale. Je vais explorer avec vous l'approche des modèles prédictifs, comment elle pourrait prendre forme concrètement à travers l'étude Preburn. Donc, c'est une étude qui est financée par l'Agence de la santé publique du Canada et l'étude a obtenu un certificat éthique de l'Université McGill. L'étude Preburn a pour principal but de décrire les caractéristiques des travailleurs qui ont été diagnostiqués avec un bien-être mental compromis en analysant les données démographiques, les facteurs professionnels, la charge de travail, le taux de rétention et les indicateurs de stress. On va aussi identifier les types d'appels 911 que les REM ont traités, les types d'interventions où les paramédics sont intervenus qui sont liés au bien-être mental compromis. À partir des informations qui ont été recueillies, l'objectif, c'est de développer des modèles prédictifs qui sont capables de détecter les signes avant-coureurs de cet état, de créer un outil de surveillance, un outil pilote de prédiction de risque qui va être basé sur ces modèles-là pour repérer les travailleurs à risque. Bien sûr, une fois que l'outil est créé, on veut comparer sa performance, donc on va utiliser le MBI comme référence pour comparer et valider en fait l'efficacité de l'outil. En résumé, l'étude vise vraiment à anticiper et à intervenir plus rapidement en dotant les organisations de nouveaux outils pour protéger la santé mentale de leurs équipes. Nous avons utilisé des données d'urgence santé. C'est une période qui s'étend de 2015 à 2022. Et l'étude se déroule en fait en deux phases. Dans une première phase, nous avons vraiment mené une étude de cas témoins imbriqués où chaque cas défini par un paramédic ou un RMU ayant reçu un diagnostic en santé mentale par un médecin va être appareillé à 10 témoins sans diagnostic dans les 6 derniers mois. L'appareillement était vraiment basé sur la date du diagnostic. Nous avons extrait des données de plusieurs sources, des ressources humaines, des bases de données par rapport aux réclamations aux assurances ou aux programmes de type CNSST, le système de répartition assisté par ordinateur, qui est le système qui va compiler des informations opérationnelles pour les RMU et pour les paramédics également, et les rapports d'intervention préhospitalière qui sont complétés par les paramédics une fois qu'ils ont pris charge d'un patient. Donc, ces ensembles de données ont ensuite été liés pour effectuer des analyses démographiques et des tests statistiques d'association. Les données analysées ont été utilisées pour créer des modèles prédictifs via l'apprentissage automatique, le machine learning. Lorsque les modèles ont été jugés satisfaisants, parce qu'on en a testé plusieurs, ils ont été soumis au département de santé MUSEC de l'organisation qui était seul habilité à autoriser le passage à la phase 2 de l'étude. Au niveau de la phase 2, les modèles prédictifs qui ont été jugés satisfaisants
vont être intégrés dans un outil pilote de prédiction de risque. Et en parallèle, on va aussi, quand je dis en parallèle, on va aussi recruter par la suite des personnes, au travail ou en congé maladie, que ce soit physique, psychologique, et cetera, auxquelles on va soumettre, le test MBI et on va comparer le résultat du test au score qui a été attribué par l'outil, pilote de prédiction de risque. Et l'ensemble, des résultats vont être analysés dans cette perspective-là. Cette diapositive vraiment vient juste résumer, la méthodologie pour les 2 phases ensemble. Alors ici, je vous montre les variables qui ont été prises en compte. On en a énormément, on avait plus d'une quarantaine, donc elles ne figurent pas, toutes au niveau, de la diapositive. Mais ce qui est important à retenir, c'est que pour chaque travailleur, on a vraiment examiné les données démographiques et d'emploi, ainsi que l'historique des appels 6 mois avant la date du diagnostic pour les cas, 6 mois avant cette fameuse date pour les cas témoins également. Pour chaque appel, on a étudié des facteurs tels que la priorité de l'appel, des appels auxquels ils sont pris part, les temps de réponse, les caractéristiques des patients et les conditions de travail également. Pour l'analyse statistique, les variables continues ont été comparées à l'aide de tests de T, tandis que les variables catégorielles ont été testées avec le test du Kikaré. Initialement, au niveau des résultats, ce qu'on a obtenu, c'est 479 cas et 10 fois ce nombre en témoins qui ont été inclus. Après exclusion, pour des raisons telles que des diagnostics invalides, des absences d'historique d'appel ou des doublons d'appel, des doublons de cas, pardon. L'ensemble final comprenait 299 cas pour les paramédics et environ 10 fois ça en témoins. Et pour les RMU, on avait 57 cas et environ 10 fois ce nombre pour les contrôles, pour les RMU. Dans notre analyse, on a trouvé que 20 des cas de paramédics qui étaient diagnostiqués avaient un trouble de stress post-traumatique et 59 avaient des troubles liés au stress. Donc, il est important de noter que ce qu'on appelle couramment, je vous l'ai dit au début de ma présentation, d'épuisement professionnel, ce n'est pas un diagnostic. Donc, s'attendre à voir épuisement professionnel comme diagnostic, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Au niveau de la référence à la Bible en psychologie, qu'on appelle le DSM-5, c'est un diagnostic, excusez-moi, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C'est ce qui est utilisé pour catégoriser les troubles mentaux, les troubles de santé mentale, pardon. L'épuisement professionnel n'existe pas à ce niveau-là. Euh, Si on veut parler de quelle pathologie serait associée à un épuisement professionnel, on se situe au niveau des troubles d'adaptation. Il y a plusieurs déclinaisons au niveau des troubles d'adaptation, mais ce serait là que s'inscrirait l'épuisement professionnel. Cependant, en regardant les pourcentages, on peut voir à partir de nos données que si on associe le trouble d'adaptation à ce qu'on appellerait couramment l'épuisement professionnel, ça reste que c'est déclenché par un stress prolongé. Puis l'épuisement professionnel peut être considéré comme un type de trouble d'adaptation lié, un type spécifique de trouble d'adaptation. Et ça fait partie de la catégorie des troubles liés justement au stress, qui représente la majorité des diagnostics présentés. Si on compare au RMU, on a 53 des cas qui étaient des troubles liés au stress. Il n'y avait aucun cas de trouble de stress post-traumatique qui a été signalé. Il faut faire attention à ce niveau-là parce que, comme je vous ai dit, l'étude s'étend de 2015 à 2022. Le diagnostic qui n'était pas approuvé en 2015, en 2020, l'inverse. Un diagnostic qui aurait pu être rejeté en 2015 aurait pu être approuvé en 2020, par exemple, parce que les critères changent. Mais bref, pour la période de l'étude, en tant que telle, pour les RMU, il n'y avait pas de trouble de stress post-traumatique qui a été diagnostiqué chez des RMU. Cependant, les données soulignent que ces professionnels font face à des défis de santé mentale, même sans être en contact physique avec les patients. Si on considère les facteurs clés qui ont contribué à une mauvaise santé mentale chez les paramédics, on voit que l'âge, le sexe, les femmes étant plus à risque, l'ancienneté, le volume d'appels élevé pendant les quarts de travail sont des éléments qui contribuent à développer
ce type de psychopathologie, en particulier les quarts de nuit, le fait d'être exposé à des cas pédiatriques, des patients qui sont à haut risque, augmente significativement le risque de bien-être mental compromis. On a sensiblement le même profil au niveau des RMU. Donc, une personne jeune, une femme qui a moins d'expérience, semble avoir plus de facteurs de risque qui pourraient contribuer à un bien-être mental compromis. Donc, ces professionnels sont également exposés à des risques de santé mentale plus élevés lorsqu'ils ont des charges de travail plus importantes, qui travaillent de nuit, qui a des appels qui impliquent des patients pédiatriques ou à haut risque. Donc, ce sont des facteurs qui sont vraiment similaires à ceux qui ont été identifiés pour les paramédics. Ça souligne vraiment le besoin d'intervention ciblée pour atténuer l'impact de ce type d'intervention sur la santé mentale. Donc, la conclusion principale de ces résultats-là au niveau des troubles de santé mentale, en particulier les troubles liés au stress, c'est vraiment répondu au niveau des paramédics et des RMU. Et que bien que les troubles de stress post-traumatique restent une préoccupation, c'est quand même 20% chez les paramédics, la majorité sont des troubles liés au stress. Donc, ça souligne vraiment l'impact significatif du stress chronique au travail, euh, qui- qu'on appelle souvent, qui peut mener à l'épuisement professionnel. Ça souligne aussi le besoin d'intervention ciblée pour traiter les sources de stress en tant que telles et de soutenir la santé mentale des travailleurs de première ligne du SPU. Je vous présente ici la courbe AUC pour les deux modèles qui ont été retenus pour les paramédics et les RMU. Pour faire simple, la courbe AUC, c'est utilisé pour évaluer les performances des modèles prédictifs, en particulier dans les tâches de classification. Donc, au niveau, elle représente en fait l'aire sous la courbe qui trace un peu le taux de vrai positif, donc la sensibilité contre le taux de faux positif euh, pour différencier les seuils de décision. Donc, lorsqu'on a un AUC proche de 1, ça indique un modèle qui est considéré comme performant, tandis qu'un AUC proche de 0,5 suggère que le modèle est en fait pas mieux qu'un modèle aléatoire. Les modèles que nous avons retenus sont très bons dans notre cas. Nous avons un AUC de 0,861 pour les paramédics et 0,879 pour les RMU. Donc, c'est vraiment très satisfaisant. Ici, je vous présente un diagramme en essai, le B-SWAM plot, qui est construit à partir des valeurs SHAP. Euh, les valeurs SHAP sont en fait utilisées pour rendre les prédictions des modèles complexes plus transparentes en montrant de manière détaillée l'influence de chaque variable sur la prédiction. Donc, les diagrammes en essai permettent de visualiser l'impact de chaque caractéristique, donc de chaque variable sur les prédictions du modèle prédictif. Chaque point sur le graphique représente on va dire, une observation, une instance, et sa position sur l'axe des X correspond à la contribution de la caractéristique à la prédiction. L'axe des Y représente les différentes caractéristiques et les points sont dispersés pour montrer la variation de l'impact de chaque caractéristique à travers toutes les instances. Donc, ce type de graphique-là permet vraiment de comprendre à la fois la direction positive ou négative et l'ampleur de l'impact de chaque variable sur le modèle, tout en montrant la distribution des contributions pour chaque caractéristique. J'espère que je suis claire, que je ne vous ai pas perdu. Donc, je vous montre ceci pour mieux comprendre un peu les fonctionnalités de l'outil pilote que nous avons développé. Ici, vous avez une vue d'ensemble de notre outil pilote de prédiction de risque. Il permet d'effectuer un état de situation quant à la santé mentale du groupe d'employés sélectionnés. Il fournit également des données historiques qui permettent d'observer des tendances. La partie inférieure met en évidence les valeurs agrégées de différentes variables utilisées pour le modèle prédictif en question. Donc, c'est une vue qui pourrait être partagée auprès des gestionnaires terrain, par exemple. Par contre, si on passe à une vue individuelle, personnellement, je ne recommande pas qu'un gestionnaire terrain ait accès à une information de ce type. Je pense que ça devrait être réservé plus à on va dire des spécialistes au niveau de la santé et du mieux-être. On peut voir que l'employé en question est à haut risque de santé mentale compromise. On dispose d'informations en lien avec son profil démographique en haut à droite par rapport à ses fonctions. Au niveau de la partie médiane, ça fournit de l'information en lien avec son profil d'intervention et ça indique les éléments qui ont plus ou moins contribué à la prédiction. Au niveau de la partie inférieure maintenant, ça fournit de l'information quant à son historique d'intervention, tout en donnant accès à de l'information plus granulaire en fonction du filtre qui est utilisé. L'exemple présent, on parle de l'âge des patients auprès de qui il est intervenu au cours des 6 derniers mois.
En termes d'utilisation, l'outil pilote a été conçu pour l'instant pour utiliser un fichier que l'on téléverse, un fichier Excel ou un fichier CSV, c'est très de base. Après, il y a des possibilités de le développer d'une façon qu'il soit alimenté à partir d'une base de données, directement. Comme toute étude, l'étude Preburn présente certaines limitations scientifiques qui méritent d'être prises en compte pour interpréter ces résultats puis envisager des applications. Au niveau des données, vous savez, il y a un stigma qui entoure, les maladies, psychologiques. Il y a souvent un sous-diagnostic à ce niveau-là. Donc les données, qu'on reçoit sont teintées par rapport à cela. On dépend vraiment de la qualité des données, pour développer les modèles, prédictifs. Donc c'est un point qu'il faut considérer. La population qu'on a, c'est une population qui reste quand même limitée, au niveau de on avait une institution, donc il y a c'est clair qu'il y a possiblement un bien au niveau de l'échantillonnage, mais, il y a des façons d'adresser ces enjeux-là, bien évidemment. Il y a aussi surtout la complexité des facteurs humains, ça reste un défi. Certains aspects sont vraiment subjectifs de la santé mentale, c'est difficile à mesurer. On ne peut pas tout capturer avec, les outils, qu'on utilise. Puis, les modèles prédictifs, bien qu'ils soient innovants, ils peuvent produire aussi des faux positifs ou des faux négatifs selon, le paramétrage qu'on met en place. Et il y a aussi une question, des questions éthiques. Je vais juste revenir un petit peu en arrière. Au niveau des facteurs humains, il faut considérer que on n'a pas forcément accès à tous les enjeux dont une personne fait ça, si on se concentre vraiment sur les données, par rapport au travail, mais tout ce qui est, vie personnelle, il y a une limite à ce à quoi on a accès de toutes les façons et ça peut avoir un impact au niveau du bien-être mental qui est compromis. Donc pour venir, tout ce qui est, question éthique et contextuelle, ça doit être aussi être considéré. On utilise des données qui sont sensibles pour construire, ces outils-là. On doit respecter des normes élevées de confidentialité et il y a aussi un aspect d'acceptabilité de ce type d'outils auprès des employés, qui pourrait varier selon les organisations également. Il y a plusieurs, limitations, heu, mais il faut souligner qu'au niveau de ce domaine-là, il y a place à des améliorations. Et il faut reconnaître que en fait, je souhaite reconnaître quand même que l'étude Kreiber a une base solide pour innover en santé mentale et dans le milieu préhospitalier qu'on pourrait potentiellement transposer ailleurs. Si on parle d'applications pratiques, c'est bien beau de développer un outil, mais comment on l'intègre dans les flux de travail? Comment on peut utiliser cet outil-là? Il n'est pas là pour décider à votre place, il est là pour aider à prendre une décision. Donc ça nécessite d'avoir, un flux de travail en place pour prendre charge de l'information qui est colligée au niveau des outils. Donc si on regarde, un flux de travail que je pourrais proposer, les 3 premières étapes, peuvent être pris en charge par, des outils, qu'on développe comme l'outil de prédiction de risque de Preburn. Donc, la première étape consiste vraiment à rassembler les informations qui sont pertinentes, qui proviennent de différentes sources comme les ressources humaines, données opérationnelles, pour les intégrer. À partir des données, on analyse, on peut voir les tendances, les signaux d'alerte qui peuvent être détectés pour les employés qui sont potentiellement à risque de bien-être mental compromis. C'est ce que fait, l'outil Payable. Puis une fois que les risques sont détectés, il faut identifier les employés qui nécessitent un suivi ou une intervention spécifique tout en respectant la confidentialité, dans le processus. Les responsables peuvent recevoir des notifications claires sur les cas heu, à prendre charge, à accompagner on peut accompagner la notification au niveau des équipes d'une proposition de plan d'intervention qui pourrait être adaptée et ajustée. Il faut mettre en place des actions concrètes, comme des consultations, des aménagements, du temps de travail, par exemple, ou des séances de soutien psychologique. Je pense fermement qu'il n'y a pas une solution magique. C'est, un éventail de solutions qu'il faut mettre en place et que ça soit du cas par cas. Surtout, il faut avoir, après l'intervention, un suivi, puis qui doit être réalisé pour s'assurer que les actions ont été efficaces et il faut faire des ajustements si nécessaire parce qu'on parle d'être humain. Tout le monde ne fit pas dans un moule particulier. C'est le moule qu'il faut ajuster à cette personne-là parce que justement, si on veut répondre à son besoin, il faut le prendre en charge comme il faut.
Et dans tout ce processus-là, il faut toujours, documenter, générer des rapports pour évaluer les résultats et améliorer en continu le système qu'on a mis en place à travers ce flux de travail-là. Donc c'est important d'avoir une démarche structurée, mais l'amélioration continue, c'est un point névralgique aussi pour améliorer les façons de faire. Puis je pense que c'est déjà des méthodes qui sont mises en place, dans plusieurs organisations. Au niveau des gestionnaires, il y a plusieurs stratégies qu'il faut considérer, mais l'importance de créer un environnement, ouvert et sécurisant, c'est important. Dans le contexte dans le milieu préhospitalier dans lequel je m'inscris, il faut vraiment encourager les paramédics et les RMU à partager leurs préoccupations, leurs craintes de stigmatisation, sans crainte de stigmatisation, pardon, parce que c'est important de parler de santé mentale comme on parlerait de tout autre sujet. Il ne devrait pas avoir de tabou à ce niveau-là. Puis, Le son semble être coupé. Donc, on espère que ce sera une courte je pense pause. vraiment que la pandémie a laissé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Est-ce que c'est revenu? oui, Est-ce que ça a coupé OK. quelques secondes. Désolée. Donc, j'adressais simplement que c'est important de créer un environnement ouvert et sécurisant pour adresser les enjeux, les préoccupations en santé mentale, qu'il faut pas hésiter à avoir des indicateurs qui soient surveillés pour tout ce qui a trait au bien-être mental. Donc, d'avoir des outils prédictifs comme l'outil de prédiction de risque développé par l'étude Prévert, c'est une avenue que je recommande personnellement. C'est important d'offrir un soutien personnalisé. Le fait de dire qu'on a un programme d'aide aux employés, ce n'est pas une solution miracle. Dans le milieu dans lequel, par exemple, les paramédics et les RMI évoluent, il faut que ce soit des professionnels qui comprennent les enjeux et les défis que ces employés font face au quotidien. Tout le monde ne comprend pas cela. Et, donc, il faut avoir accès à des programmes où les professionnels qui sont là pour les soutenir soient vraiment formés à la réalité du milieu. Bien sûr, il faut encourager un équilibre travail-famille, l'écart de travail prolongé, beaucoup d'heures en temps supplémentaire. Ce n'est pas forcément la meilleure avenue pour favoriser un bien-être mental favorable. Pardon, un bien-être mental. Même dans l'organisation des horaires, il faut y penser aussi. Et il y a un aspect qui est vraiment important que je pense qu'on en est tous conscients, mais on n'en fait jamais trop. C'est former et sensibiliser. Donc, d'organiser des formations sur la gestion du stress, le trauma lié aux interventions, les techniques de décompression après des interventions, d'outiller les employés vraiment à prendre charge de sa santé mentale, de sensibiliser les équipes sur l'importance de la santé mentale dans un environnement aussi exigeant que le milieu préhospitalier. Je me permets de faire un petit aparté à ce niveau-là. Je l'ai déjà dit dans d'autres présentations, mais lorsque vous êtes une nouvelle maman, que vous êtes à l'hôpital, il y a une infirmière qui vient vous voir et qui vous demande c'est quoi ça va être votre plan si jamais il y a une journée où vous êtes poussé à bout, que ça ne fonctionne pas. Et on vous fait écrire littéralement le nom de la personne que vous allez contacter, de qu'est-ce que vous allez faire exactement. Par contre, pour des employés qui sont dans un milieu aussi exigeant que le préhospitalier, à aucun moment on va vous mentionner ça. Du moins, lorsque j'ai été personne ne m'a demandé si j'avais un plan le jour que je prends un mauvais appel. Mes amis paramédics, dans nos discussions, jamais ils ont mentionné qu'il y a eu quelqu'un qui les a vraiment sensibilisés à qu'est-ce que tu vas faire après un appel difficile. Je pense que la mentalité évolue à ce niveau-là. Je ne dis pas on n'en parle pas du tout, mais je pense que ça doit vraiment rentrer dans la base de la profession, dans les deux professions, de former et sensibiliser. Donc, c'est important aussi de reconnaître et valoriser les équipes. On parlait d'un appel, d'un critère qui était le cynisme au niveau du syndrome d'épuisement professionnel. Mais je pense que reconnaître et valoriser les équipes, c'est une avenue qui peut contribuer à développer un environnement qui soit sain, et d'instaurer vraiment une culture de gratitude et de respect au sein des équipes. Et je ne vais pas arrêter d'insister sur l'amélioration continue. Il faut toujours promouvoir, évaluer régulièrement les politiques internes en matière de santé mentale à l'aide de données issues, par exemple, des outils prédictifs, de solliciter des retours des employés sur des programmes et des initiatives pour les adapter aux besoins spécifiques du milieu dans lequel ils évoluent.
Donc, dans mon approche, je pense vraiment à une approche, intégrée où, on va vraiment privilégier, une réponse coordonnée. Ça garantit que les défis complexes comme le bien-être mental et les autres aspects soient pris en charge d'une manière globale. On doit miser bien sûr encore sur la prévention, la détection, l'intervention pour augmenter les chances de succès à long terme. Encore, je vais vous parler encore d'amélioration continue. Ça permet de recueillir des retours d'expérience pour ajuster, améliorer les stratégies qu'on met en place. Et le but, c'est vraiment d'avoir un soutien qui est durable en intégrant des dimensions individuelles, la santé mentale des employés et organisationnelle au niveau de politique de soutien pour favoriser vraiment un environnement de travail qui est sain et résilient. Ça me conduit à rapidement vous parler des impacts et des perspectives de qu'est-ce qu'un projet comme l'étude Tribune peut générer, mais c'est vraiment d'avoir une stratégie proactive qui ça s'inscrit vraiment dans une vision à long terme pour transformer la façon de voir la santé mentale au milieu hospitalier. On privilégie vraiment la prévention, la détection précoce, le soutien personnalisé. On vise vraiment à réduire l'épuisement professionnel en améliorant le bien-être des employés, en renforçant l'efficacité des équipes. C'est vraiment une approche en plus qui va, je pense, permettre de stabiliser les effectifs, d'instaurer une culture organisationnelle qui est durable et de développer un modèle qui est novateur, qui pourrait être adapté à d'autres secteurs exigeants, on pense policiers, pompiers. Donc, c'est vraiment l'ensemble des résultats. Le but, c'est vraiment d'avoir un système qui est plus humain et résilient. Donc, dans le futur, l'étude privée ouvre des perspectives qui sont prometteuses pour transformer durablement le soutien en santé mentale et mieux hospitalier. Euh, donc, c'est sûr qu'on doit poursuivre le développement de l'outil prédictif, qu'on doit poursuivre la validation. C'est ce qu'on est en train de faire, tester sa performance, le seuil de prédiction, dans quel horizon qu'on peut prédire. On utilise en ce moment 6 mois de données. Est-ce qu'on pourrait en utiliser moins? Est-ce que si on en utilise plus, ce sont des avenues qu'il faut considérer? On doit, comme je le dis encore, la formation continue au niveau des gestionnaires, mieux les outiller, mieux outiller les équipes pour renforcer leur capacité à prévenir et à gérer les risques en santé mentale. Donc, on pourrait même penser développer un cadre de référence dans le futur qui pourrait être basé sur les résultats pour partager les bonnes pratiques et standardiser un peu les approches en santé mentale aussi. Donc, c'est vraiment, en résumé, des perspectives futures de l'étude préventive. Ça ne se limite pas juste à résoudre les défis actuels, mais on vise vraiment à établir des solutions durables et innovantes qui transforment le soutien en santé mentale pour les milieux de professionnels qui sont exigeants. Donc, pour finir, je t'avais promis, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, ben, l'étude préventive, qu'est-ce qu'elle a fait ressortir, c'est que les troubles liés au stress affectent durement les paramédics et les RMU qui ont privilégié avec l'étude Preburn une approche qui est proactive et innovante. Les résultats préliminaires sont vraiment prometteurs et on espère avoir un impact sur la résilience et la prévention. Je suis la seule personne à présenter aujourd'hui, mais c'est toute une équipe de recherche qui est avec moi de l'Université de McGill, l'Université de Montréal. Et si vous voulez me contacter, vous avez à l'écran mon adresse courriel. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a de l'aide de disponible, il y a des ressources de disponibles en soutien en santé mentale. Il ne faut pas hésiter à les utiliser, qu'on a tous le droit d'avoir un genou à terre parfois. Voilà, je vais arrêter le partage pour être capable de vous voir. Je vous remercie, Teresa, pour cette présentation très claire. Et puis, on comprend que cette démarche permet d'avoir un pas d'avance dans le repérage puis dans la prise en charge des situations à risque de compromission du bien-être mental. Je laisse les gens lever la main ou partager dans le clavardage si vous avez des questions, des interventions concernant ou des réactions par rapport à ce qui vient d'être échangé. Donc, on peut ouvrir cette discussion-là. Peut-être je débuterai pour briser la glace avec une petite question, en fait, à savoir en ce moment, quelles sont les intentions, quelles sont les prochaines étapes dans vos organisations ou dans votre organisation participante, à savoir est-ce que c'est un tableau de bord qui est déjà en utilisation ou est-ce qu'il y a également quelque chose qui se structure pour la prise en charge des cas qui auront et des personnes qui auront été repérées par rapport à ces tableaux de bord-là. Donc, qu'est-ce qui est en évolution pour être capable de donner une suite là, à tout ça? Oui.
Merci pour cette question, c'est vraiment important. Donc, actuellement, on est en train de valider la performance de l'outil. Donc, on recrute des paramédics ou des RMU qui sont au travail, qui sont en congé maladie, qui sont en congé maladie physique ou psychologique, je veux préciser. Le but, c'est de voir, comparé au MBI, où se situe l'outil en termes de performance. Est-ce qu'on est meilleur ou au même niveau ou légèrement inférieur? Le tout, c'est de se dire que c'est important pour nous, dans le cadre de l'étude, de se relier, de s'asseoir vraiment sur des diagnostics. Donc, le MBI, le fait de le passer, l'autotest ne constitue pas un diagnostic. Il faut faire très attention. Je sais que c'est un autotest, mais ça prend toujours un médecin pour dire qu'on est en épuisement professionnel, par exemple. C'est pas simplement un questionnaire. Donc, on est là-dedans en ce moment. L'orientation qu'on a, c'est si la performance est satisfaisante, ben à ce moment-là, ce serait de voir comment l'intégrer au niveau de l'institution. Il y a plusieurs façons de l'intégrer. On peut commencer par dire on va miser sur le repérage des nouveaux employés, par exemple. Comme je le montrais au niveau des résultats, au niveau des profils, on voyait que les jeunes inexpérimentés, pardon, étaient plus à risque. Donc, on pourrait l'intégrer au niveau de ce groupe d'employés-là pour commencer et l'étendre. Il y a plusieurs avenues possibles, mais on a une ouverture au niveau du département santé musette qui est ouvert à l'éventualité de l'intégrer. On discute en ce moment des meilleures pratiques pour l'intégrer, mais surtout d'aller chercher du financement pour pouvoir l'intégrer correctement. Merci. Il y a une main levée de Denis Chenevert, directeur du pôle santé, entre autres choses. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant. J'ai beaucoup de questions, mais bon, le temps étant ce qu'il est, il faut que je me limite. Je me questionnais sur, bon, vous le savez sûrement, vous avez fait un peu le tour de la littérature sur les questions d'épuisement professionnel chez les soignants particulièrement, je présume. Et on sait très bien que toutes les études ont démontré que fondamentalement, les déterminants de l'épuisement ne sont pas du côté individuel, mais ils sont du côté organisationnel. C'est à peu près toutes les études de Mayo Institute partout dans le monde, c'est à peu près 60 qui sont le fruit de dimensions en matière d'organisation du travail et principalement de culture. Mhm, Aux dernières études, on a démontré que fondamentalement, la question de la santé et du bien-être est basée sur la mhm, culture de santé et bien-être. Si on n'a pas une culture développée à cet égard-là, les pratiques en elles-mêmes ont peu d'impact. C'est la culture qui va cimenter la question de la santé et du mieux-être. Comment votre outil permet de capturer ces dimensions-là? Et s'il ne les capte pas, comment on peut compenser via d'autres moyens pour aller chercher ces subtilités qui m'apparaissent au centre de la question de la santé et du mieux-être au travail? oui, c'est une excellente question. Au niveau de l'outil, je vous ai montré au niveau des variables, il y avait plus d'une quarantaine de variables qui étaient intégrées à l'outil. Et ça, ce n'est qu'un début. La vocation, c'est de pouvoir en ajouter d'autres. Et une des variables que je pense qui pourrait être intégrée, qui pourrait refléter justement cette culture-là, c'est de voir, par exemple, on a un programme de père aidant au niveau de notre institution. Le nombre d'interventions de père aidants pourrait être une variable intéressante, que ce soit au niveau systémique et même au niveau individuel, qui pourrait refléter justement cet aspect organisationnel. Mais autrement que miser le tout sur l'outil de détection, comme je disais, il y a un éventail de solutions possibles. C'est vraiment d'aller s'assurer que sur tous les paliers corporatifs, institutionnels, qu'on mise vraiment sur prévenir l'épuisement professionnel, mettre en valeur l'importance de la santé mentale au quotidien, de faire preuve de bienveillance, de ne pas juste parler par rapport au nombre d'interventions, au nombre d'appels, mais d'aller voir, d'aller toucher l'humain. Je ne pense pas que les outils à l'heure actuelle, nonobstant qu'on parle d'intelligence artificielle, vont être en mesure de vraiment refléter parfaitement cet aspect-là. Je pense que c'est vraiment des politiques au niveau que ce soit de la politique, de la communication au sein des institutions, mais de ce qui est mis en valeur par chaque institution. Aujourd'hui, c'est correct de dire dans le milieu préhospitalier que c'est un appel difficile, que ça a moins bien aidé, qu'on a besoin d'en parler. Il y a 30 ans, non, ça faisait partie de la job. T'es pas faite fort si tu n'es pas capable de passer à travers. Que si jamais
tu pleures après un appel, c'est que ce métier-là n'est pas pour toi. Et aujourd'hui, personne ne réagirait comme ça. Je pense que j'ai été RMU, fait que je vais me permettre de dire ça, mais si jamais on voit un collègue qui va pas bien, la première réaction, c'est d'aller lui porter de l'aide. Puis le fait d'avoir au sein des institutions, justement, la paire aidance, ce genre d'initiatives qui sont des premiers soins psychologiques, en fait. Faut pas que ça se prolonge trop. On veut la suite. Oups. Vive le présentiel. Ça vient instaurer une santé mentale organisationnelle. C'est ça, On donc. vous a perdu, Teresa. Est-ce qu'on peut vous faire reprendre au fait, le fait d'avoir de la paire aidance maintenant entre les personnes amène, et là, on était en suspense. Merci. Donc, la pérennesse emmène un aspect de dire qu'au niveau de l'organisation, on met en avant le soutien, on met en avant le fait que ta santé mentale au quotidien est importante. On vient dire aux employés de première ligne, on est là pour vous en tout temps et on vous accompagne. Et la pérédance, c'est vraiment de personnes qui sont comme vous. J'ai mentionné pendant ma présentation que d'avoir un programme d'aide aux employés, c'est bien, mais d'avoir des professionnels qui sont conscientisés aux défis, aux challenges du milieu, c'est vraiment important pour se faire soutenir. Dans le milieu préhospitalier, j'ai parlé avec des collègues ou autres qui ont consulté, puis ils me disaient, j'ai passé mes 10 premières séances quasiment à expliquer à la psychologue ma réalité. Donc, à la fin, il me restait plus de séances pour vraiment adresser mon problème. Lorsqu'on a des problèmes, des programmes comme la pérédance, on parle à quelqu'un qui connaît notre réalité. C'est un de nos pairs. Donc, ça change un peu le paradigme, ça change un peu la façon d'appréhender les situations de santé mentale. Puis, d'avoir un collègue qui dit, écoute, je pense que ce serait une bonne idée que tu consultes, d'avoir une psychologue qui vous appelle ensuite, parce que dans le programme de pérédance, c'est rattaché à une psychologue au niveau de l'organisation. Donc, d'intégrer des psychologues au sein même des organisations, je pense que c'est un modèle qui est important d'avoir dans la maison quelqu'un qui, au quotidien, s'occupe de votre santé mentale. Ça envoie un signal fort. Donc, je sais que je parle de mon organisation, mais j'ai du recul là-dessus. Je pense que c'est une façon d'approcher les choses qui n'est pas unique à Urgence Santé, mais je pense que au sein des organisations, d'avoir un programme qui cible la santé mentale spécifiquement, d'avoir des intervenants sur place pour la santé mentale au quotidien, ça envoie un message au niveau de l'organisation de dire c'est important. Merci. Il nous resterait peut-être 2, 3 minutes. Si quelqu'un avait une question qui lui brûlait les lèvres, c'est la dernière chance de la poser. Autrement, on va tranquillement se diriger vers une conclusion et vers les réunions de 13 heures, je m'imagine. Ça semble tranquillement nous conclure. Parfait, 12h55. Alors, un immense merci d'avoir été. Oh, il y a quelque chose qui nous apparaît. Bon, c'est des remerciements. Donc, un immense merci d'avoir été présente avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps d'expliquer les résultats de l'étude et puis les implications pour l'avenir en termes de prévention et de repérage. Alors, voilà, je vous invite pour tous ceux qui ont des collègues qui souhaitaient visionner le séminaire à visiter le site Internet où sera déposée la présentation et l'enregistrement pour visionnement ultérieur. Alors, merci beaucoup, puis on vous invite au prochain séminaire du mois de décembre. Merci beaucoup. Bonne fin de Bonne journée. fin de journée. Au Merci. revoir. Au revoir.